La discussion générale est close. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113 alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisie. Amendement numéro 1, Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Amendement du gouvernement. C'est à moi qui dis ça. C'est aimable. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, j'indique à Mesdames, Messieurs les députés que le gouvernement vous présente effectivement un peu moins d'une dizaine d'amendements. Oui, j'en conviens. Il est assez inhabituel effectivement qu'en lecture conclusive, le gouvernement arrive avec des amendements. Vous savez bien qu'il n'y a pas là un acte d'hostilité parce que aussi bien le gouvernement que moi-même personnellement, j'éprouve une incontestable estime pour les députés que vous êtes et un immense respect pour le travail que vous avez effectué. Sur un certain nombre de dispositions qui ont été rétablies en commission mixte paritaire, les analyses juridiques qui en ont été faites nous conduisent à considérer qu'il y a des risques constitutionnels. J'estimais qu'il était de mon devoir de vous alerter sur ces risques constitutionnels. Je reconnais la souveraineté du Parlement et évidemment le gouvernement qui n'a pas le choix, mais en plus, même s'il en avait le choix, je vous dis très clairement, s'inclinera devant les votes que vous allez émettre. Mais je crois qu'il est important de vous signaler que nous considérons, sans infaillibilité bien entendu, mais nous considérons que sur un certain nombre de dispositions, du point de vue de l'écriture ou du point de vue, par exemple, du non-parallélisme avec d'autres dispositions équivalentes ou du point de vue du fond, que ces dispositions contiennent parfois des risques constitutionnels. Donc voilà, je voulais vous les signaler. Ce sera le cas pour l'essentiel des amendements et qu'il y a d'autres amendements sur lesquels nous avons travaillé avec le rapporteur et qui, je crois, donneront l'occasion d'une belle réconciliation, puisque ceux-là, vous les voterez très probablement. Le premier amendement, donc, par contre, lui, il n'est pas lié à un risque constitutionnel. C'est une disposition, vous vous rappelez, je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, c'était une initiative de Jean-Frédéric Poisson en première lecture qui consistait à prendre en compte les efforts effectués par un détenu pour l'apprentissage de la lecture, du calcul et son implication dans des activités. Nous avions repoussé ces dispositions, mais vous vous souvenez, d'une façon générale, nous avions considéré qu'elle était intéressante et nous étions engagés à la travailler pendant la navette réduite. Ce que nous avons fait au Sénat, et le Sénat avait donc adopté une disposition qui disait, alors là, du coup, je n'ai pas le texte complet, mais qui incitait donc à la lecture, à l'apprentissage de la lecture et du calcul, le texte lui-même. Et si on participait à des activités culturelles et notamment de lecture. Vous avez supprimé cette deuxième partie, alors que je vous indique ce que vous savez, la sociologie de la population carcérale est telle que la question de l'illettrisme est une question majeure. Merci, très cher. La question de l'illettrisme est une question majeure parce que nous avons un taux d'illettrisme qui avoisine 30%, c'est-à-dire qui est nettement plus important que la moyenne nationale. Pour ces raisons, l'incitation à la lecture est importante, ça va concerner un public précis, mais l'incitation à la participation à des activités culturelles et à des activités de lecteurs, ça peut concerner un public plus large encore. C'est pour cette raison que je me permets de revenir sur ces dispositions et de vous proposer de réintégrer ce morceau de phrase, ajoutant ou en participant à des activités culturelles et notamment de lecture. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, vous avez fait état, en commençant votre propos, de l'estime que vous portiez au Parlement. Je peux vous répondre que le Parlement vous porte également une grande estime. D'ailleurs, il suit avec attention vos textes et l'ensemble des interventions allaient plutôt dans le sens de cette estime. Les interventions qui commencent comme ça, généralement, se terminent moins bien. Elles sont suivies de néanmoins. Vous avez fait le choix de présenter un certain nombre d'amendements. Le premier amendement que vous présentez ne présente aucune difficulté à mon avis. On peut effectivement faire état de la circonstance que ceux qui se livrent à des activités culturelles peuvent faire l'objet d'une attention particulière du juge d'application des peines qui peut accorder des réductions de peine.
Lors du débat en première lecture, il avait été fait état de la circonstance que les activités sportives, certains préféraient peut-être s'investir dans des activités sportives, mais quoi qu'il en soit, on peut tout à fait accepter cet amendement. Sur le restant, en dehors des amendements sur l'application de la loi dans le temps, je serai amené à émettre des avis défavorables, mais enfin je les justifierai au fur et à mesure des différents amendements, en faisant trois remarques. Premièrement, une remarque d'interprétation que je fais là parce que j'avais usé tout mon temps de parole, une remarque d'interprétation sur un élément du texte qui est le suivant. Pour la question de la suspension de peine pour raison médicale, il y a un fragment de phrase qui peut laisser place à des interprétations un peu divergentes. Nous disons sans préjudice de l'hospitalisation sous contrainte, ce qui veut simplement dire que ça s'applique aux malades mentaux et aux malades physiques. Je donne cette interprétation-là de façon à ceux qui seront amenés à interpréter la loi ne l'interprètent surtout pas dans le sens d'une restriction des malades mentaux. C'était une remarque qui n'a rien à voir avec notre texte actuel. En ce qui concerne la question des amendements, Madame la Ministre, 2 objections. La première des objections, c'est que le gouvernement, en introduisant des amendements après CMP, prend un risque, et qui est un risque assez important, de faire en sorte que les amendements ne soient pas adoptés dans les mêmes termes par les 2 assemblées et par là même court le risque de renvoyer le texte à une nouvelle lecture. Donc je serai extrêmement prudent. Mais au-delà de ça, la prudence n'est pas le seul motif de mes réserves. Je ne partage pas l'avis qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui seraient mise en danger par les textes que nous avons adoptés. Il s'agit d'amendements qui visent à solidifier le contrôle et si l'on veut le contrôle qui s'exerce sur les sortants de prison, sur les probationnaires, et si nous voulons que ce contrôle remplace l'enfermement, il est absolument nécessaire que ce contrôle soit effectif, qu'il soit crédible pour ceux qui l'exercent, pour ceux qui le prononcent, et qu'il soit perçu comme étant crédible par l'ensemble de nos concitoyens, parce que la peine à l'extérieur des murs ne sera socialement acceptée que si ce contrôle est perçu par l'ensemble de la société comme socialement crédible. Ce n'est donc pas un ensemble de dispositions qui seront des dispositions liberticides, ce n'est pas un ensemble de dispositions qui sont des dispositions dites proportionnées, c'est l'effort pour faire en sorte que, d'une part, police et justice collaborent dans cette activité sans méconnaître la charge de travail des uns et des autres, et d'autre part, pour que notre société s'empare de cette peine, la vive symboliquement comme une peine qui est semblable à celle à la prison, c'est-à-dire la juste rétribution d'un acte qui est condamné par la loi. Merci, monsieur le rapporteur. Mais pour la bonne clarté de nos débats, on va rester sur l'amendement numéro 1, favorable. Qui est assez différent. Avis favorable. Monsieur Larrivé, c'est sur l'amendement numéro 1 ? Vous avez la parole. En effet, Madame la Présidente, c'est une remarque de méthode qui aurait d'ailleurs presque pu faire l'objet d'un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58. La commission mixte paritaire s'est tenue le 8 juillet. Nous sommes le 16, ça s'est donc tenu il y a 8 jours, parce qu'un calcul mental rapide permet à tous de remarquer. On a 10 amendements du gouvernement qui nous sont soumis à l'instant. La commission des lois ne s'est naturellement pas réunie. Je sais bien que ça n'est pas l'usage pour une CMP, ça n'est pas l'usage de réunir la commission sur le fondement de l'article 88 à cet égard. Mais enfin, quand même, il y a des amendements substantiels. Il y a un trouble jusque sur le banc du rapporteur. Et moi, je ne peux que déplorer cette sorte d'improvisation qui conduit la chancellerie, par la voix du garde des Sceaux, à nous soumettre des amendements que nous n'avons pas pu en réalité examiner de manière sérieuse et approfondie. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix ce premier amendement du gouvernement qui a recueilli l'avis favorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Madame la ministre, amendement numéro 2. Amendement du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, et si vous permettez, je vais en profiter pour répondre à monsieur le député Guillaume Larrivé. Pour lui dire que le gouvernement a toujours montré un très grand respect pour le Parlement. Là, j'ai indiqué les raisons pour lesquelles le gouvernement présente ces amendements, dans le respect du choix que fera le Parlement. Maintenant, ces amendements, ils sont liés au texte qui est sorti de la commission mixte paritaire.
Il est sorti c'est le texte sorti de. Mais si ça vous a pas échappé, du coup, ça enlève toute pertinence à votre observation, donc ça n'est même pas la peine que je continue à fournir des éléments d'explication. Je passe donc à l'amendement suivant, qui est un amendement de suppression des alinéas 43, 44 et 45 du texte et qui concerne les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles d'observation des obligations et des interdictions. Je l'avais dit d'ailleurs pendant la lecture, j'avais signalé qu'il y a, par rapport justement au débat que nous avons eu sur le texte de loi géolocalisation, et par rapport aux mesures, vous vous souvenez que nous avions eu des débats assez longs sur la question de la durée, de l'interprétation de la gravité particulière et de la durée des infractions, les infractions qui concernent les atteintes aux biens et les infractions qui concernent les atteintes aux personnes. Sur la même logique, ces dispositions introduisent, nous semble-t-il, et je répète que ces amendements ont essentiellement pour but de vous alerter sur ce que nous percevons comme étant des risques constitutionnels. Je ne doute pas de la capacité des parlementaires à, et je le dis en le pensant très profondément, vous le savez, j'ai assez siégé sur ces bancs, à mesurer les choses en matière effectivement de risque constitutionnel. Le risque n'est jamais absolu, ni en existence ni en inexistence. Nous sommes d'accord? Donc il y a toujours une marge d'appréciation. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est de vous dire que nous pensons que là, il y en a un, dans la mesure où il y a une disproportion entre les moyens qui seront donnés pour le contrôle en cas d'inobservation des obligations ou des interdictions et les moyens qui auront été utilisés pour l'enquête et pour l'instruction. Donc, compte tenu de cette disproportion, il me paraît important de vous signaler ce risque que nous percevons, même si, je le répète, le gouvernement considère que les parlementaires sont parfaitement éclairés et en capacité d'accepter éventuellement de courir un risque. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, donc sur cet amendement numéro 2. Avis défavorable, Madame la Ministre, et ce pour plusieurs raisons que je détaille un petit peu, parce que visiblement ce texte-là sera soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel, donc il faut qu'il dispose des éléments qui sont exposés à l'appui de chacune des thèses. Pourquoi un avis défavorable? Parce que il s'agit de l'encadrement des écoutes et de la géolocalisation. L'encadrement des écoutes et de la géolocalisation a été considérablement renforcé par la commission mixte paritaire. Ils ne peuvent intervenir, cette géolocalisation et ces écoutes, que sur autorisation du magistrat. Et l'argumentation que vous indiquez semble confondre le contrôle et l'enquête. Ce sont des moyens qui ne sont pas des moyens d'enquête, ce sont des moyens de contrôle, de respect d'une obligation. Et par ailleurs, ils ne sont pas liberticides, puisqu'ils ne s'appliquent qu'à des gens qui sortent de prison et qui font l'objet de mesures d'interdiction et d'obligation en échange de la circonstance qu'ils sont sortis de prison avant l'exécution de la totalité de la peine. Nous n'avons pas donc affaire à des citoyens qui sont présumés innocents, nous avons affaire à des gens qui exécutent une peine, qui exécutent cette partie de peine à l'extérieur et qui, exécutant cette partie de peine à l'extérieur, doivent faire l'objet d'un contrôle. Et il est finalement plus favorable à la liberté d'être à l'extérieur d'une prison qu'à l'intérieur. Ça paraît être une évidence. Et même si on doit être soumis à un contrôle qui peut être considéré comme un contrôle un peu strict, mais contrôle strict mais exceptionnel sur autorisation du juge. Par ailleurs, nous avons pris la précaution en CMP de limiter les obligations à des interdictions de paraître dans certains endroits et à des interdictions de contacter certaines personnes, dont les complices, dont les coauteurs, dont la victime. Et enfin, cette possibilité de géolocaliser et d'écouter est limitée aux condamnations pour des faits pour lesquels les écoutes téléphoniques étaient possibles ou pour les faits pour lesquels la géolocalisation était possible. Le mécanisme me semble donc assez bien au point pour éviter toute critique constitutionnelle. Donc, avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Jean-Frédéric Poisson, vous avez la parole. Merci, bonsoir Madame la Présidente. Sans détourner la procédure et en disant que je partage l'avis du rapporteur sur ce qu'il vient de dire, je voulais profiter de cette occasion, Madame le garde des Sceaux, pour remercier le gouvernement et la représentation nationale d'avoir bien voulu adopter l'amendement précédent. J'y suis sensible, j'ai été pour des raisons dirimantes empêché de rejoindre l'hémicycle à temps, mais néanmoins je souhaitais vous dire
que je suis très satisfait, mon collègue Hervé Guémard aussi, de voir cet amendement adopté, et je voulais vous en remercier de manière très formelle et officielle, mais par ailleurs, à titre personnel, je partage l'avis que vient de donner le rapporteur sur l'amendement numéro 2. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix Pardon, madame la ministre. Oui, juste une phrase sans vouloir prolonger les débats, mais rectifier quand même une formulation de monsieur le rapporteur, puisqu'il l'a prononcé à 2 reprises. À aucun moment, je n'ai dit que la disposition était liberticide. Voilà. Donc, voilà. Pour l'examen de nos propos, c'est maintenant que je veux le corriger, parce que je ne le pense pas, le gouvernement ne le pense pas. Nous pensons qu'il y a une disproportion entre ces moyens de contrôle et les moyens d'enquête. Voilà, c'est tout. Maintenant, il est possible que vous ayez parfaitement raison en disant qu'il n'y a aucun risque. Mais il était de mon devoir d'alerter sur le risque potentiel. Monsieur le rapporteur. Un mot en réponse, Madame la garde des Sceaux. J'ai parfaitement entendu que vous n'aviez pas prononcé le mot liberticide, mais vous avez également entendu que dans mon argumentation, je me prémunissais contre toute interprétation qui pourrait être ultérieurement celle du Conseil constitutionnel. Donc il y a aussi cet aspect de plaidoirie par anticipation, plaidoirie qu'il sera impossible au rapporteur de faire. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 2, amendement du gouvernement, qui a recueilli l'avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 3, madame la ministre. C'est encore un amendement de suppression qui concerne la disposition relative à la possibilité de transaction qui peut être effectuée à l'initiative de l'officier de police judiciaire. Alors, c'était une disposition qui était déjà en première lecture introduite par la commission des lois, qui a été, je dois le dire, consolidée en commission mixte paritaire, notamment par le fait qu'il faut l'autorisation préalable du procureur de la République et une homologation par le juge. Simplement, cette disposition, vous prévoyez que la transaction soit possible en cas de vol lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret. Il s'agit de procédure pénale, donc il nous paraît que la procédure pénale ne peut pas être réglée par décret. Donc voilà, je vous alerte sur cela aussi, tout en entendant presque par anticipation vos protestations. Et puis, concernant, vous prévoyez une homologation par le juge, mais il n'empêche que vous prévoyez une consignation. Cette consignation, ça suppose que la mesure est exécutoire. Donc, vous la rendez exécutoire avant l'homologation par le juge. Là aussi, je voulais attirer votre attention. Merci, madame la ministre. Monsieur le rapporteur, pour cet amendement 3. Avis défavorable, madame la présidente. Avis défavorable pour plusieurs raisons. Vous invoquez dans le texte de l'amendement, madame la ministre, la question du respect des droits de la défense et vous faites référence à une disposition, à une décision du Conseil constitutionnel sur l'article 44.1 du Code de procédure pénale sur le pouvoir des maires. Mais l'article 44.1 a été validé par le Conseil constitutionnel et la question de la présence de l'avocat n'avait été évoquée que comme une possibilité. Donc nous sommes dans la même configuration et en conséquence, il n'y a pas, me semble-t-il, de risque constitutionnel. Vous invoquez la circonstance par écrit que l'OPJ aurait tout pouvoir, mais son pouvoir est limité. Vous l'avez dit, madame la ministre, vous avez indiqué qu'il y avait une autorisation du procureur. L'OPJ n'a la possibilité que de prononcer au maximum une amende égale au tiers du maximum légal. C'est donc dire que son pouvoir est largement encadré. La transaction pénale doit être validée par un juge du siège. Vous formulez la critique selon laquelle nous renvoyons à un décret pour préciser le montant de la chose volée en dessous de laquelle il est possible de procéder à cette transaction pénale. Mais c'est quelque chose qui existe dans la procédure pénale. Je vous rappelle que la définition des stupéfiants, par exemple, la définition de ce qui est stupéfiant est faite par un arrêté. C'est un arrêté ministériel et notamment c'est un arrêté du 22 février 1990 qui définit ce que sont les stupéfiants et ce que ne sont pas les stupéfiants. C'est la même chose d'ailleurs dans l'article 521-2 du Code pénal qui renvoie à un décret pour punir d'une peine de 2 ans d'emprisonnement des pratiques expérimentales sur des animaux lorsqu'elles ne sont pas conformes au décret pris en Conseil d'État. Donc il semble bien
que le texte n'encourt pas la censure du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, quant à la question de la prévisibilité de la peine, elle est prévisible puisque le maximum de l'amende est égal au tiers du maximum légal. Je partage votre avis selon lequel il n'y a jamais de certitude en matière de décision du Conseil constitutionnel, mais il semble bien qu'ici, après les améliorations apportées par la CMP, nous soyons, me semble-t-il, sous réserve évidemment de l'appréciation souveraine du Conseil, à l'abri d'une censure. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 3 du gouvernement. Avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 4, madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Asseyez-vous, monsieur le rapporteur. Tranquillement. Il est sciatique. Je ne sais pas qui, dans son adolescence, a vu comme moi un excellent film qui s'appelle Gandhi, de Richard Attenborough. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez sans doute de cette scène, parce que c'est un très beau film autour du Mahatma Gandhi et évidemment une mise en, comment dire, une illustration de la non-violence, en tout cas de sa philosophie de la non-violence. Et sans doute que vous vous souvenez de cette scène, il y a la marche du sel, et puis il y a l'interdiction, évidemment. Je vous rappelle que c'est sous l'Empire colonial, l'Empire britannique. Et ces Indiens qui avancent et qui se font frapper parce qu'il y a une répression féroce, ils avancent l'un après l'autre, ils se font frapper. Et la non-violence, c'est de ne pas résister, enfin de résister, de ne pas rendre et de vaincre par le nombre parce qu'ils avancent l'un après l'autre. Voilà, ils avancent, ils se font frapper. Voilà. J'ai quand même un peu le sentiment d'avancer, de me faire frapper. Je me demandais où vous vouliez en venir, madame la ministre. Donc, l'amendement suivant. L'amendement suivant. Mais je ne préjuge pas de ma résistance. Donc, l'amendement suivant. Moi, j'ai la plus grande méfiance envers vos intentions, monsieur le député. Donc, il s'agit encore d'un amendement de suppression. Parce que vous proposez de confier à ceux qui participent à des structures comme l'état-major de sécurité, les zones de sécurité prioritaire, d'examiner et de donner leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures d'alternative aux poursuites, d'organiser des modalités de suivi. Autrement dit, sans que la composition même de ces structures qui sont créées par décret, donc qui sont des structures administratives, sans que la composition en soit définie et vous les impliquez en fait dans l'exécution d'une mesure judiciaire. Voilà les raisons pour lesquelles, un peu sommairement présentées, parce que j'ai beaucoup de courage, mais beaucoup de témérité même des fois, mais je ne pratique pas le masochisme, donc voilà présenté de façon sommaire le contenu de cet amendement et ses motifs. Merci madame la ministre. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 4, s'il vous plaît. Sans pratiquer une violence excessive, madame la ministre, il ne s'agit là que d'une violence légère, symbolique, et je ne fais que frapper mes arguments, j'espère au coin du bon sens, pour essayer de convaincre le Conseil constitutionnel lorsqu'il aura examiné tout cela. Donc, peut-être, oui, à 4 reprises. Quoi qu'il en soit, ici encore, avis défavorable. Avis défavorable pour quelle raison? Le dispositif dont il est question est un dispositif qui essaie de rassurer tous les participants à l'exécution de cette lutte contre la récidive. Il essaie de rassurer l'ensemble des participants et notamment les services de police et de gendarmerie qui, comme vous le savez, étaient assez inquiets à l'idée de se voir transférer la charge de la surveillance des condamnés. En conséquence, le dispositif, il vise, et ça répond aussi aux inquiétudes de monsieur le ministre de l'Intérieur, il vise à faire en sorte qu'il y ait une espèce de concertation de façon à ce que la charge de travail soit adaptée aux moyens dont chacun dispose pour l'exécuter. Alors,
vous nous faites des reproches qui sont détaillés dans l'exposé des motifs écrits, notamment l'empiètement du législateur sur le domaine réglementaire. Mais depuis un arrêt de 1982, blocage des prix, le Conseil constitutionnel ne censure plus l'empiètement du législateur sur le réglementaire. Et la seule censure possible est l'article 41 de la Constitution, avec une déclaration d'irrecevabilité qui peut être faite soit par le gouvernement, soit par le président de l'Assemblée. Et en cas de désaccord, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Il n'y a pas été fait appel à cette procédure. En conséquence, il semble bien que nous soyons à l'abri d'une censure. Par ailleurs, le dispositif a été remodifié après la CMP. C'est désormais l'autorité judiciaire qui désigne les personnes qu'il conviendrait de suivre particulièrement, et les états-majors de sécurité ou les comités de coordination dans les zones de sécurité prioritaires ne font qu'organiser ce suivi. Et enfin, dernier argument, vous nous faites le reproche par écrit, selon lequel cela porterait atteinte à la séparation des pouvoirs. Il est simplement demandé au procureur de venir faire une information sur sa politique pénale une fois par an. Il ne semble pas que ces dispositifs, qui sont ceux qui existent notamment dans les CLSPD, fassent tort au principe de la séparation des pouvoirs. Donc ici encore, avis défavorable, et il semble bien que le risque constitutionnel soit assez faible, même si, comme vous le dites, à juste titre, il n'est jamais nul. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Larrivé, vous avez demandé la parole. Mes chers collègues, je forme le vœu que les préfets et ceux qui ont autorité sur les forces de police et de gendarmerie lisent attentivement l'exposé des motifs de cet amendement tel que le gouvernement l'a rédigé. Parce qu'en vérité, cet exposé des motifs, il est extrêmement choquant. Vous expliquez qu'il est impérieusement nécessaire de supprimer en réalité toute information des préfets, des policiers, des gendarmes sur la politique pénale conduite par les parquets sur les territoires sur lesquels les préfets, les policiers et les gendarmes exercent leur autorité. Ce sont les alinéas 10 et 11 de cet article que vous voulez supprimer. Vous expliquez à rebours de tout ce que Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a exposé ici lorsqu'il a créé les zones de sécurité prioritaires. Vous expliquez qu'au fond, il ne faut organiser aucune coopération territoriale entre ce qui relève du ministère de l'Intérieur au plan administratif et ce qui relève de l'autorité judiciaire. Je ne sais pas si cet amendement a été soumis à une procédure interministérielle, j'imagine qu'il l'a été, autrement il ne serait pas ici, mais vraiment, on voit dans la manière dont tout cela est rédigé, tout ce que la chancellerie garde de méfiance et de ressentiment à l'égard d'une coopération opérationnelle pourtant bien nécessaire sur le terrain avec les forces relevant de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 4 du gouvernement qui a recueilli l'avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement